c'est pas juste qu'il n'y ait pas d'eau et qu'elle soit impropre à la consommation. On dirait que c'était normal de boire de l'eau boueuse. Et en plus, le fait de boire cette eau boueuse, c'est aussi une chance. Et en gros, il n'y a pas de sujet pour elles. On n'a pas le choix. Et comme on n'a pas le choix, on compte sur personne. Donc, elles font tout, les femmes. Elles endurent tout. Tant que tu es en capacité de marcher, enceinte ou pas enceinte, tu continues toutes les tâches. Si je ralentis, c'est toute ma famille qui en paie les conséquences. Il y avait un enfant, il était malade, il avait le paludisme. Ah, ça m'a touchée. Parce que tu peux rien faire. On est loin de leur réalité, en fait. Alors Amélia, qu'est-ce qui t'a le plus marqué au Togo sur cette semaine qu'on a passée en immersion, au contact direct de la population, toi qui as beaucoup voyagé, qu'est-ce qui t'a marqué le plus là-bas? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la situation concernant l'eau. C'est pas juste qu'il n'y ait pas d'eau et qu'elle soit impropre à la consommation, c'est que, en tout cas, dans cette zone-là, au nord du Togo, dans les villages qu'on a approchés, on dirait que c'était normal de boire de l'eau boueuse. C'est normal. C'est leur quotidien. Donc le fait de voir ces personnes-là te dire « je vais boire cette eau-là », elle est impropre à la consommation. Je sais que potentiellement, j'ai de fortes chances de tomber malade. C'est choquant. Même si on s'imagine, nous, tout un chacun, qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, où c'est compliqué, c'est là de se dire, ouais, normal. C'est comme moi, t'as soif, bois de l'eau du robinet. T'as soif? Attends, je vais te ramener de la boue à boire. C'est ça, moi, qui m'a le plus choquée. Et en plus, le fait de boire cette eau boueuse, c'est aussi une chance. Parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas d'eau. C'est ça aussi, la réalité qui est marquante. J'ai de la gratitude, déjà, dans cette rivière, il y a de l'eau. Elle est boueuse, elle est impropre à la consommation, elle risque de me rendre malade, moi, ma famille, mes animaux, si j'ai du bétail. Mais déjà, grâce à Dieu, il y a de l'eau. C'est ça qui m'a le plus marqué. Ok. Comment tu caractériserais la force mentale que les femmes ont? Je pense que les mots, ils sont pas assez forts pour qualifier la force qu'elles ont. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec certaines d'entre elles. Et en gros, il n'y a pas de sujet pour elles. On n'a pas le choix. Et comme on n'a pas le choix, on compte sur personne. Mais vraiment personne. Donc, elles font tout, les femmes. Elles font tout, elles endurent tout, elles sont les bras, elles sont vraiment tout. C'est-à-dire que physiquement, elles vont s'occuper de tâches qui, en mon sens, sont des tâches qui devraient être dédiées aux hommes. Elles ont une charge de travail du lundi au dimanche qui est une... J'allais dire, c'est dur. Comment on peut tenir toute une vie comme ça, sur ce travail-là quotidien, sur des besoins vitaux? Je pense que leur force, il n'y a pas de mot, en tout cas en français, assez puissant pour exprimer leur force. Je pense qu'il faut aller regarder, il faut prendre le temps de partager un quotidien avec elles. J'allais dire même sur une semaine, pour un petit peu comprendre quelle est la nature de leur force. Mais juste en portant une bassine d'eau, en essayant de porter une bassine d'eau, juste ça, je me suis dit, non, ça c'est pas de la force, ça c'est de la puissance, là. On est dans quelque chose qui nous dépasse. Ça t'a marqué cette bassine sur la tête? Quand tu as essayé de la prendre et que tu as vu qu'en fait, ça faisait peut-être, je sais pas, 15, 18, 20 kilos, qu'elle le fasse de cette
fréquence-là d'une manière aussi facile? C'est d'une manière aussi facile, c'est de le faire en étant pieds nus, c'est de le faire dans des sentiers qui sont boueux, c'est de le faire avec des claquettes qui glissent, à tenir la bassine droite sur la tête, qui pèse énormément, d'avoir en plus derrière un enfant accroché sur le dos, et aussi même potentiellement de porter d'autres choses. Oui, c'est... Je sais pas, il y avait peut-être 15, 20 kilos. Bah, tout ça... avec je sais pas combien d'heures de marche et en faisant des allers-retours pour de l'eau qui rend malade. Donc ouais, Euh, Tu te rappelles le dernier village qu'on a fait là, quand on a fait le forage, qui du coup n'a pas donné d'eau, mais on sentait que c'était humide, on a attendu la nuit. mmh. Quand tu as vu la patience avec laquelle les villageois observaient le forage, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a marqué en toi? Comment tu voyais, tu sais, le fait de les voir, ils sont là, silencieux comme ça, patients et tout. Qu'est-ce que ça a signifié pour toi? Comment tu l'as vécu? Je me suis dit, ça a eu un effet, un effet miroir en fait me concernant. Je me suis dit en fait quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Tu patientes, tu endures, tu espères. C'est ça que moi ça m'a évoqué. Pour eux c'était une chance, c'était une opportunité d'avoir de l'eau. Donc bah on va attendre, on va prier, on va espérer, on va... Il n'y a pas le choix. C'est pas entre nos mains cette, cette opportunité d'avoir de l'eau. Ok, il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher de l'eau. Maintenant, est-ce que l'eau va jaillir? Il n'y a personne qui peut le garantir. Et donc il y a aussi cette notion d'acceptation. On est là, on attend, on espère, on prie, mais on accepte le scénario. De toute manière, on n'a pas le choix, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas. C'est pas ce qui va faire venir l'eau. Et oui, donc je me suis dit, ouais, en fait, nous, on a trop le choix. T'aurais pu attendre, toi, comme ça, autant de temps, sans bouger, sans parler, en observant? Je pense qu'avec mon vécu, je serais allée faire un tour et je serais revenue quelques heures ou quelques jours plus tard. Mais ça, c'est si j'avais la capacité d'avoir une voiture, d'avoir une moto, de me déplacer, d'aller ailleurs. Mais si j'ai pas ces moyens-là, si c'est l'événement de l'année Ou de la vie? ou de la vie, ouais. Donc, Amélia, née en France, non, elle aurait sûrement pas patienté. Amélia, née au Togo dans ce village-là, elle aurait patienté. Donc, indirectement, est-ce qu'on peut en conclure que ils n'ont pas le choix? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. J'ai eu un échange avec une femme euh, qui, euh, qui était enceinte et qui, par chance, parlait français. Et je lui ai posé la question, donc, tu as combien d'enfants? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Et donc là, elle était en attente de son troisième enfant. Et je lui disais, oui, là, tu es à combien de mois? Comment ça se passe pour vous les femmes? Etc. Elle me disait, hein, je fais la version courte, tant que tu es en capacité de marcher, enceinte ou pas enceinte, tu continues toutes les tâches, même celle de porter 20 litres d'eau sur ta tête. Je lui dis, mais à un moment donné, quand vous commencez à arriver 8e mois, est-ce que ça ralentit? Elle me dit non. Kiki, si je ralentis, c'est toute ma famille qui en paie les conséquences. Et donc les conséquences, c'est quoi? C'est de ne pas manger et c'est de ne pas boire. Donc on ne va pas mettre en péril
ça, même si on porte la vie. Et là, quand elle verbalise ça, je me dis, waouh, on est loin de leur réalité, en fait. T'as été triste pendant la mission? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a peut-être donné envie de pleurer, ou peut-être qui t'a fait pleurer, ou peut-être que tu t'es retenu, ou quelque chose qui t'a profondément touché? Tu te souviens, dans le dernier village, il y avait un enfant, il était malade, il avait le paludisme. En fait, il pleurait pas, mais sur son visage, on sentait la douleur. Ah, ça m'a touchée. Parce que tu peux rien faire. La tristesse de voir... J'étais pas triste, j'étais un peu en colère. Quand je voyais ces femmes porter toute cette eau, ces charges lourdes, je me disais, ils font quoi les hommes? Donc là, j'avais de l'empathie. Je me disais, les pauvres. Alors attention, hein, il y a des hommes qui sont travailleurs et qui étaient au champ et qui travaillent. Et voilà, il y a une répartition qui se fait. Mais de ce que j'ai cru comprendre et entendre, en tout cas de ce qu'elles ont bien voulu me verbaliser, c'est qu'elles travaillaient beaucoup plus que les hommes. Et donc là, je me suis dit, waouh, c'est comme si j'avais besoin d'une perceuse et je prenais un marteau. Tu te dis, mais là, il faut percer. C'est de la perceuse dont j'ai besoin. Ah ok, on a la perceuse à portée de main, mais on va utiliser le marteau. Et si tu devais résumer ta mission, Amélia, en un mot, lequel ce serait? Apprentissage. Et si tu devais résumer ta mission en une émotion? Gratitude. Qu'est-ce que tu penses de... Alors, c'est important que tu fasses le discernement entre les partenaires locaux et nous, l'équipe d'HC, dont clairement tu fais partie. Qu'est-ce que tu penses du travail qu'on essaie justement de mettre en place et de la manière dont on travaille, d'un point de vue vraiment factuel? C'est ce côté enquête. C'est ce côté je prends le temps d'échanger, de comprendre les problématiques, de parler aux gens. Pas de calquer un modèle, pas de calquer des stratégies marketing ou de communication. C'est vraiment d'aller en profondeur dans la problématique. C'est pas faire pour faire. C'est pas ah vous nous avez confié des dons, ah ouais allez-y vite, allez vite on s'en charge, on fait tac tac à la va vite. Non, là on est sur une volonté d'aller au cœur des problèmes, d'échanger, de brainstormer et de faire au plus efficace, au plus utile, au plus juste. Et c'est ça que j'aime dans votre manière de travailler. C'est ce que je m'efforce de faire au quotidien dans mes projets. Et cette quête de sens et d'efficacité, c'est ce qui, je pense, vous caractérise. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de travailler à vos côtés. Un plaisir partagé. Tu sais d'ailleurs qu'il y a un forage qu'on devait faire qu'on n'a pas fait. J'ai appelé un donateur justement pour lui exposer la situation. Et ça rejoint ce que tu dis. Est-ce que pour toi, être présent sur le terrain, c'est primordial ou pas? Tout dépend. Tout dépend du pourquoi. D'un point de vue professionnel, projet humanitaire, gestion des donateurs. Tu sais, le fait d'aller sur le terrain, de voir ce qu'on a fait en fait. Alors quand je te dis tout dépend, je te disais oui, oui. En tant que femme, oui.
Alors, ça peut se faire sans femme. Mais je pense qu'on arrive un peu plus j'allais dire, à gratter. Des fois, quand il y a des couches de vernis, nous, en tant que femmes, on va pouvoir échanger peut-être plus facilement avec les femmes. Et comme là, on le voit au Togo, c'est les femmes qui portent toutes les responsabilités. C'est les femmes qui ont les réponses à tous ces problèmes. C'est elles. Elles sont en charge de la maison, elles sont en charge des enfants, de la famille, de l'alimentation. Elles travaillent, elles connaissent, elles ont la réponse à toutes les problématiques. Elles font des allers-retours. C'est bête, elles marchent pendant des heures avec les bassines. Elles rencontrent du monde, elles rencontrent d'autres femmes, elles rencontrent d'autres villages. Forcément, elles sont tout le temps en mouvement. Donc elles aussi vont rencontrer d'autres personnes. Et donc, elles seront plus à même de savoir ce qui se passe chez le voisin, parce qu'elles sont tout le temps en mouvement, en tout cas en mon sens, que l'homme qui se déplace moins, ou qui rentre moins en interaction avec les gens. Est-ce que tu te sens humainement concerné? Oui. Toi aussi, l'asso, elle a un nom, bien sûr. Ça fédère. Ça, en fait, ça fédère, mais en étant sur le terrain aussi, ça rassure. Ça rassure. Je pense que les gens, ils n'ont pas conscience du travail que ça demande. On a fait une mission qui était assez intense. On a rarement des moments de répit. On n'a pas le confort qu'on a en Europe. Ça demande de mettre des choses en suspens. Et je pense que les gens n'ont pas conscience que pour être efficace, il faut passer beaucoup de temps sur le terrain. Et que ce beaucoup de temps sur le terrain, c'est pas un caprice de star, c'est qu'il est nécessaire pour être le plus efficace possible. Mais d'un autre côté, il faut équilibrer parce qu'il y a aussi les réalités, la famille, nos charges, nos responsabilités. Et les gens voient, en tout cas, moi, c'est ce que je vois, beaucoup ce côté. C'est cool, super décor, super cadre, street food, génial. En vrai, on taffe H24. Et si c'était facile, je pense que tout le monde le ferait. Donc, je suis heureuse de voir qu'il y a des gens qui vont en profondeur, qu'il y a des gens qui sont dans cette démarche de transparence et de sincérité, qui ont sur le poids cette responsabilité-là, de l'honnêteté, de bien faire, de satisfaire, tant les bénéficiaires que les donateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare de nos jours, d'un point de vue éthique. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes font les choses avec la première intention parfois de faire du bénéfice. Et chez vous, c'est pas le cas. Donc, ça donne de l'espoir et ça montre qu'on peut faire les choses différemment. On peut faire les choses bien sans pour autant mentir ou être un peu malhonnête ou être ambigu, j'allais dire. Donc, c'est possible. Encore faut-il savoir pourquoi on fait les choses. Quelle est l'intention qui drive? Si tu as envie d'alimenter ton feed d'Instagram, tu peux le faire tout seul en fait.